Pour qu'il y ait une société de persécution, il faut que cette société se donne un ennemi. Les Cathares font partie de cette histoire un peu sulfureuse du Moyen-Âge, à laquelle appartiennent aussi notamment les Templiers. Ils critiquent le clergé, ils critiquent les sacrements dispensés par le clergé. Tous ces groupes veulent revenir à une forme de pureté du christianisme originel. L'un des hommes les plus puissants de son époque, qui est Pierre le Vénérable, dit le Vénérable, et qui écrit 3 traités distincts, mais qui en réalité participent d'une même logique de construction de l'ennemi, un traité contre les Juifs, un traité contre les musulmans, et un traité contre les Pétrobrusiens. Donc les Cathares ne sont pas exempts de cette culture qui est une culture, oui, foncièrement misogyne et inégalitaire. C'est au milieu du XIIe siècle que la société chrétienne de l'époque va se donner un ennemi de l'intérieur, et cet ennemi de l'intérieur, c'est les Cathares. Alors, je vais peut-être commencer par la question des sources et de la documentation dont on dispose pour faire cette histoire compliquée, délicate des Cathares. En réalité, on a un foisonnement de sources, mais le problème, c'est qu'aucune de ces sources n'émane des Cathares eux-mêmes. Alors, on reviendra peut-être ensemble sur l'appellation qu'il convient de leur réserver, hein. Le mot cathare, en fait, c'est un mot qui est employé par l'Église, par les clercs catholiques, pour désigner ces groupes d'hérétiques, ces groupes de dissidents. Et donc, on n'a conservé aucune trace écrite et même aucune trace matérielle, puisque, comme vous le disiez, ceux qu'on a appelés, ces forteresses qu'on a très longtemps appelées châteaux cathares, en réalité, n'ont pas été construites par les Cathares eux-mêmes, mais ont été construites sur ordre du roi de France après l'épisode fameux de la croisade albigeoise, sur lequel on reviendra aussi sans doute. Donc la première difficulté, elle est là quand on essaie de faire cette histoire-ci, c'est qu'on est dépendant de sources qui ont été écrites par les clercs catholiques, c'est-à-dire par ceux qui ont désigné les Cathares comme étant leurs ennemis et par ceux qui les ont persécutés. Donc en fait, c'est ce que je dis dès le début de l'ouvrage, c'est que on est dépendant du point de vue des vainqueurs. Et quand on fait une histoire des Cathares, on fait l'histoire de groupes qui ont été vaincus, mais à partir de la langue même des vainqueurs, de la langue du pouvoir, que ce soit la langue des clercs catholiques, ou bien la langue aussi des pouvoirs princiers qui se sont eux aussi attaqués aux Cathares pour un certain nombre de raisons qu'on pourra sans doute évoquer ensemble. Donc voilà, le premier point, c'est celui de la documentation et des sources dont on dispose. Le deuxième point, c'est celui que vous évoquiez, c'est celui des mythologies qui se sont greffées sur le phénomène cathare. Et précisément, en fait, ces mythologies, elles sont liées non pas à il n'y a pas de lacune de la documentation, mais c'est une documentation qui est très orientée. Et donc, les Cathares, en quelque sorte, ont été une page blanche sur laquelle on a pu projeter un certain nombre de fantasmes, de mythes, d'idées reçues, et puis aussi d'identifications. Et ça, c'est très frappant et très marquant dès le 19e siècle, dès le milieu du 19e siècle. Les premiers à s'intéresser aux Cathares à ce moment-là, alors il y a des historiens d'obédience catholique qui s'intéressent déjà aux Cathares, mais les premiers qui vont véritablement s'intéresser et faire une histoire des Cathares sur le temps long, eh bien, ce sont des historiens protestants. Et c'est pas du tout un hasard, c'est-à-dire que les protestants s'identifient pour toute une série de raisons, notamment religieuses, parce que la religion qu'on attribue aux Cathares présente un certain nombre de similitudes avec la religion protestante, et donc les premiers qui vont s'intéresser véritablement aux Cathares, ce sont des historiens protestants. Mais à peu près dans les mêmes années, ou disons dans la seconde moitié du 19e siècle, il y a d'autres gens qui s'intéressent aux Cathares et qui vont s'identifier aux
au Qatar, ce sont par exemple les faits libres. Les faits libres, ce sont les poètes occitans, enfin, qui tâchent de réactiver tout un héritage culturel occitan et qui sont des défenseurs de la langue occitane et qui là aussi vont voir, eux, dans les Cathares, le berceau en quelque sorte de la civilisation occitane, une civilisation qui se serait construite en fait contre la civilisation du Nord et contre les barbares venus du Nord, notamment au moment de la croisade albigeoise. Et enfin, on pourrait citer, mais c'est pas du tout exhaustif, hein, j'en parle dans le livre de ces différentes récupérations, de ces différentes réappropriations de l'histoire cathare, mais on peut mentionner aussi les fédéralistes. Donc là, c'est un courant politique qui se développe au XIXe siècle et qui est un courant anti-jacobin ou anti-centralisateur et qui défend par conséquent l'idée d'une autonomie régionale. Et ça, c'est quelque chose qui va d'ailleurs se prolonger tout au long du XXe siècle, c'est-à-dire que l'identité de la région occitane, elle va très progressivement, hein, lentement mais sûrement, s'affilier ou se rattacher à cet héritage cathare. Les Cathares seraient en quelque sorte les premiers régionalistes, ou en tout cas les premiers défenseurs d'une identité régionale occitane face à l'État centralisateur et l'État jacobin. L'une des raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre, c'est que il fallait justement faire un peu place nette en quelque sorte et se défaire de toutes ces idées reçues et de toutes ces mythologies qui viennent parasiter un peu la perception qu'on a des Cathares. Je pense que beaucoup de gens en fait ont déjà entendu parler très vaguement et même très brièvement des Cathares, et les Cathares font partie de cette histoire un peu sulfureuse du Moyen-Âge à laquelle appartiennent aussi notamment les Templiers, une sorte d'histoire secrète en fait, d'histoire un peu clandestine de l'Occident, qui se servirait des Cathares aussi bien que des Templiers ou même des francs-maçons, hein. Il y a des filiations qui sont faites entre les Cathares et les francs-maçons et qui viennent un peu parasiter notre perception de la réalité historique. Donc le premier enjeu pour moi d'écrire ce livre, c'était justement d'essayer de rétablir, en fait, à partir de la lecture que l'on peut faire des sources, de rétablir la vérité historique et rétablir un certain nombre de faits à l'encontre des idées reçues. Le deuxième enjeu, pour moi, dans l'écriture de ce livre, c'était d'écrire une synthèse qui n'avait jamais été écrite, en tout cas à l'échelle. Il y a énormément de livres et de très bons livres, évidemment, d'historiens qui ont été écrits sur les Cathares, mais à cette échelle temporelle-là, non, en réalité. C'est-à-dire en prenant les choses un peu en amont d'ailleurs de l'émergence des Cathares, donc en prenant les choses à partir du milieu, voire du début du XIIe siècle, en allant jusqu'aux années 1320, qui sont les années en fait de l'extinction des Cathares, l'extinction du catharisme, c'est-à-dire 2 siècles d'histoire. Il s'agissait de produire une synthèse qui embrasse ces 2 siècles d'histoire, et ça n'avait pas été fait. Donc il y avait aussi un peu une gageure de ce point de vue-là. Ce qui supposait aussi d'embrasser, enfin mon livre le reflète je pense, mais d'embrasser une bibliographie et une historiographie très riche et très, très abondante. Donc il s'agissait de produire une synthèse, et puis en même temps, c'est le troisième élément qui a motivé l'écriture de ce livre, c'est que c'est pas simplement une synthèse qu'il s'agissait de produire, mais il s'agissait aussi de produire une réflexion sur la manière dont les appareils de répression et de persécution se sont développés en Occident au Moyen-Âge à ce moment-là. C'est ce que le très grand historien Robert Moore, qui a beaucoup travaillé sur les Cathares et sur les hérétiques de manière générale, a appelé la naissance d'une société de persécution. Donc ce qui m'intéressait, c'était aussi de prolonger la réflexion de Robert Moore sur la naissance de cette société de persécution. Société dont, selon lui, en fait, on n'est jamais réellement sorti. Et dans cette idée que les sociétés occidentales, à ce moment-là, se font persécutrices, et se font persécutrices et développent toute une série d'appareils de répression, d'appareils judiciaires, notamment de répression, il y avait une idée à creuser qu'on trouve chez Robert Moore, mais qui n'est pas tellement développée, qui est que pour qu'il y ait une société de persécution, il faut que cette société se donne un ennemi, et un ennemi de l'intérieur. C'est-à-dire que la logique de création et d'invention d'un ennemi de l'intérieur, elle est intrinsèquement liée
à ces appareils répressifs. Donc ce qui m'intéressait, c'était de creuser cette idée selon laquelle c'est au milieu du XIIe siècle que la société chrétienne de l'époque va se donner un ennemi de l'intérieur, et cet ennemi de l'intérieur, c'est les cathares. La dénomination ou l'appellation qui était donnée ou qui a été assignée à ces groupes de dissidents, il ne serait venu à l'époque, mais vous l'avez dit, hein, il ne serait venu à l'époque à l'esprit d'aucun de ces dissidents qui critiquaient qui critiquaient le magistère de l'Église et qui critiquaient l'autorité des clercs. Il ne leur serait pas venu à l'esprit de se désigner eux-mêmes comme étant cathares. C'est-à-dire que d'emblée, le mot cathare est un mot qui est disqualifiant et qui vise à cibler un ennemi pour faire rentrer dans le rang cet ennemi. Donc cathare, à aucun moment du Moyen-Âge, ça n'a été une identité religieuse, ou en tout cas une identité religieuse vécue comme telle par les groupes qui étaient ciblés par l'Église. Vous l'avez dit aussi, donc comment eux-mêmes s'appelaient-ils et se distinguaient-ils ou se reconnaissaient-ils? Pour ce qui est du Languedoc, parce qu'il n'en va pas de même dans d'autres régions d'Europe dans lesquelles des groupes de dissidents ont pu émerger à peu près à la même époque. Mais pour ce qui est du Languedoc, effectivement, ces hommes, ces femmes se désignaient comme étant bons hommes, bonnes femmes, et ce terme de bons hommes ou de bonnes femmes n'a jamais eu aucune espèce de connotation religieuse. Donc là aussi, en fait, à aucun moment, ces groupes ne se forment avec une identité religieuse qui leur serait propre ou un sentiment d'appartenance religieuse qui les mettrait au banc de l'Église. Pour le dire plus concrètement, ces gens-là se vivent comme étant des catholiques. En réalité. Donc on pourra revenir sur les raisons qui font qu'ils sont assez critiques vis-à-vis du clergé, où ils contestent le pouvoir de l'Église, mais eux-mêmes se vivent comme des catholiques. Et bons hommes, c'est d'ailleurs une sorte de titre qui est réservé, c'est un peu comme une sorte de titre renvoyant à une notabilité locale, en fait. Le bonhomme, c'est celui dans lequel on place sa confiance parce qu'il a une certaine expérience, une certaine sagesse, une certaine forme d'expertise aussi dans certains domaines. Ça ne veut dire que ça, en fait, bonhomme. Le deuxième aspect de votre question, donc sur l'aspect plus historiographique, c'est la question de la lecture des sources, en fait. Donc, je le redis, les sources dont on dépense sont des sources qui ont été produites, écrites par les clercs catholiques et qui sont donc des sources par définition orientées. Et le problème, c'est que pendant très longtemps, en fait, l'historiographie, les historiens ont pris en quelque sorte au pied de la lettre ces sources-là et les ont mal lues ou les ont lues en tout cas comme si ces sources qui désignaient les cathares comme des ennemis étaient des sources de nature descriptive, relevées d'une sorte de description sociologique. Et c'est seulement dans les années 90, 1990, qu'un certain nombre d'historiens, dits déconstructionnistes, et qui ont ensuite été accusés effectivement de manière très grave de négationnisme, c'est-à-dire de nier l'existence même des cathares, alors que c'était pas du tout leur objet. Leur objet était de dire il faut avoir une approche critique de ces sources-là, c'est-à-dire il faut voir à quels besoins elles répondent, à quels intérêts elles répondent, pourquoi elles ont été écrites ainsi et pourquoi elles disent ce qu'elles disent de manière aussi virulente à l'encontre des dissidents. Donc ces historiens ont montré que dans ces sources-là, que ce soit les sources de l'Inquisition ou que ce soit des traités qui sont écrits à l'encontre des cathares pour dénoncer les cathares et dénoncer notamment leurs croyances et la religion qu'on leur prête, c'est des sources qui sont écrites pour répondre aux besoins justement de l'institution ecclésiale, pour répondre aux besoins répressifs de l'Église. Et donc ce sont des sources qui vont inventer, notamment qui vont inventer quelque chose, qui vont inventer la religion des cathares, qui vont inventer l'idée qu'il y a un catharisme, c'est-à-dire une religion en soi, une religion avec ses propres dogmes, ses propres croyances, ses propres rituels, une religion qui serait différente du catholicisme. Mais c'est un montage, en fait, c'est une création, cette religion des cathares. Donc ce qui a réellement existé, c'est des groupes dissidents, des groupes qui se mettent à l'écart ou en marge de l'Église et qui sont critiques vis-à-vis de l'Église. Mais ce qui n'a pas existé, c'est une religion cathare à proprement parler et un clergé cathare à proprement parler.
Alors justement, ça c'est une idée que l'on trouve dans l'historiographie pendant très très longtemps, jusqu'aux années 80 dont je parlais. Dans certains livres sur les Cathares, par exemple, il y a un livre très fameux qui paraît en 1953, un livre d'Arnaud Borst qui est consacré aux Cathares et qui défend cette thèse-là. La thèse selon laquelle la religion des Cathares serait la transposition dans l'Occident chrétien médiéval, la transposition d'une très vieille religion, une religion antique, le manichéisme, qui est une religion dite dualiste parce qu'elle oppose, le monde terrestre au monde divin. L'idée qui a longtemps été prégnante dans l'historiographie, c'est que le catharisme, par l'intermédiaire d'une religion venue des Balkans, qu'on appelle le bogomilisme, donc par l'intermédiaire de cette autre religion venue des Balkans, serait l'adaptation ou la transposition donc du manichéisme. Donc ça, c'est une idée qui a longtemps persisté. On n'a là aussi aucune preuve matérielle, aucune preuve documentaire, aucune source dont il a été montré que c'est une source authentique ou qui montrerait ou qui attesterait la filiation entre ces deux religions-là. Et il y a notamment un document qui a fait beaucoup débat, qui a suscité énormément de controverses, mais dont il a été montré qu'il s'agissait en fait d'un faux forgé au XVIIe siècle. Mais ce document, qu'on appelle la charte de Niquinta, serait censé prouver que des bogomiles se seraient réunis en Languedoc, dans le Languedoc en 1167, aurait notamment l'un d'eux, Niquinta, le fameux Niquinta, qui serait un pope bogomile et aurait présidé une petite assemblée, un concile, au cours duquel il aurait prêché la doctrine manichéenne, et c'est ainsi que le catharisme serait né dans le Languedoc, se serait implanté dans le Languedoc. Et puis, on a cherché aussi à montrer qu'il en avait été de même en Italie du Nord, c'est-à-dire que le bogomilisme se serait implanté aussi en Italie du Nord, à peu près dans les mêmes années 1170, 1180. Mais là encore, les documents qui attestent cela, il a été montré que c'était des faux. En fait, on la trouve développée, cette idée-là, dès le XIIIe siècle, et notamment par les inquisiteurs. L'un d'entre eux, un inquisiteur italien, Anselme d'Alexandrie, qui écrit un petit traité dans les années 1260, donc on est déjà un siècle après l'émergence, les premières attestations d'émergence de ces groupes de dissidents. Et cet inquisiteur, lui-même, va faire le lien en disant, en fait, les Cathares, ce sont des disciples de Manès. Manès, c'est le fondateur du manichéisme. Mais le manichéisme, ça remonte au IIIe siècle. C'est une religion qui date du IIIe siècle de notre ère. Voilà, donc c'est une idée qu'on trouve déjà développée au Moyen-Âge et qui ensuite a été reprise, comme je vous le disais, pendant très longtemps dans l'historiographie. Une chose est sûre, c'est pour ça que je remonte un petit peu en amont des premières attestations. Je ne l'ai pas dit, hein, mais la première attestation du mot cathare à proprement parler, c'est la première attestation médiévale, hein, c'est 1163, vous le disiez, on trouve ce mot employé par un moine bénédictin de la région de Cologne. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les premières attestations médiévales du mot même n'ont rien à voir avec le Languedoc. C'est pas dans le Languedoc qu'on trouve ces premières attestations. Mais si on remonte un petit peu en amont de 1163 et qu'on se situe, disons, au début du XIIe siècle, en fait, ce qu'on observe, c'est une multiplication de groupes d'hommes et de femmes aussi, qui sont désignés comme étant des groupes suspects, des groupes hérétiques par l'Église. On en trouve en Italie, on en trouve en Aquitaine, on en trouve dans le Languedoc, on en trouve en Provence, on en trouve en Rhénanie, on en trouve en Flandre, en Champagne, enfin dans toute une série de régions, et en particulier dans les régions urbanisées, ce qui va me permettre de faire le lien avec votre question sur la sociologie de ces dissidences. Et quel est le point commun, ou quels sont les deux points communs, disons, à tous ces groupes qui sont ciblés comme étant des groupes suspects d'hérésie? Leur point commun, c'est que ils critiquent le clergé, ils critiquent les sacrements dispensés par le clergé, et leur deuxième point commun, c'est que tous ces groupes veulent revenir à une forme de pureté
du christianisme originel, du christianisme primitif, c'est ce qu'on appelle l'évangélisme. C'est le fait de vouloir revenir aux évangiles, de vivre d'ailleurs à l'image du Christ et des apôtres, donc d'avoir un mode de vie fondé sur la pauvreté volontaire qui consiste à imiter le Christ et les apôtres. Donc il y a ces deux piliers qui caractérisent ces groupes de la première moitié du XIIe siècle, ces premiers groupes de dissidents. Et ça, on va les retrouver tout au long de l'histoire des cathares, ces deux caractéristiques. Donc d'un côté, une forme d'anticléricalisme, de contestation du clergé, de son pouvoir, de la médiation du clergé, de la médiation nécessaire du clergé, qui serait nécessaire pour faire son salut. Donc ça, c'est une forme d'anticléricalisme. Et puis l'évangélisme aussi. Tout au long de l'histoire des cathares, on va retrouver ces deux piliers de la dissidence. Et sur la sociologie, des hérétiques, c'est une question qui est compliquée, d'abord parce que ça dépend un peu des régions. Si je prends le Languedoc et si je prends l'Italie du Nord, la Lombardie, mais aussi la Toscane, donc plutôt l'Italie centrale, les sociologies de ces groupes de dissidents, qu'on appelle cathares ou bien patharins, comme vous l'avez dit, parce que patharin, c'est le mot qui a été employé dans les années 1170 pour désigner ces hérétiques de Milan des années 1070, donc un siècle auparavant. Effectivement, il y a eu une première hérésie urbaine. En réalité, si on regarde dans le détail, d'ailleurs, elle part plutôt des campagnes environnantes de Milan, mais en fait, elle prend vraiment forme et elle se radicalise en quelque sorte en milieu urbain. Donc, si je prends deux régions différentes, aussi différentes que le Languedoc et l'Italie du Nord, on voit que la composition sociologique de ces groupes de dissidents qui contestent l'Église ne sont pas tout à fait les mêmes. En Languedoc, dans les années 1160, en fait, c'est une dissidence qui est une dissidence essentiellement rurale. Elle ne va devenir urbaine, elle ne va conquérir les villes, cette dissidence, à partir des années 1170, 1180, et encore, ce sera assez embryonnaire à ce moment-là. Donc une dissidence rurale, et puis, un peu contre toute attente, ou en tout cas c'est assez contre-intuitif, parce que quand on pense hérésie médiévale, on pense quand même hérésie populaire, on pense que ce sont des hérésies qui ont d'abord touché, disons, ce qu'on appellerait aujourd'hui les classes populaires, et donc par exemple les paysans, la petite paysannerie. Eh bien, pas du tout. En fait, le milieu de réception privilégié de la dissidence au début en Languedoc, c'est la petite chevalerie. Et la petite chevalerie, même si c'est une chevalerie qui, pour toute une série de raisons, est déclassée, ça reste quand même de la noblesse. Ce sont des nobles et ils font partie d'un groupe élitaire qui est celui de l'aristocratie. Donc ça, c'est pour le Languedoc. Pour ce qui est de l'Italie du Nord, au contraire, le premier milieu de réception de la dissidence, c'est un milieu urbain, c'est la bourgeoisie urbaine, et pas n'importe quelle bourgeoisie d'ailleurs, ce sont des métiers qui en fait, la plupart des gens qui vont adhérer à la dissidence, qu'elle soit dite cathare ou patharine, quel que soit le nom qu'on lui réserve, en fait, ce sont des gens qui pratiquent et qui ont des métiers qui sont déconsidérés par l'Église, qui sont discrédités par l'Église. Donc c'est beaucoup les prêteurs d'argent, les usuriers, les marchands également, et puis les petits artisans aussi qui sont déconsidérés. Et ensuite, dans un deuxième temps, les juristes aussi, là, aussi bien en Italie que dans le Languedoc, les hommes de loi, les hommes de loi, les juristes, les notaires vont adhérer à la dissidence également en bonne partie pour des raisons politiques. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des aspirations politiques, des aspirations notamment à gouverner les villes, à gouverner les communes, notamment dans le Languedoc, à la fin du XIIe siècle. Ceux qui gouvernent encore les villes à ce moment-là, eh bien, ce sont les évêques. La contestation de l'Église, elle a une très forte teinte politique et elle a une teinte aussi économique. Parce que la petite chevalerie rurale dont j'ai déclassé, ses motifs sont en partie économiques. Parce que si elle est déclassée, c'est précisément parce que l'Église a mis la main sur un certain nombre de terres, de biens, de revenus et de redevances aussi, qui autrefois étaient versées à cette petite chevalerie ou à cette noblesse laïque. Et parmi les redevances sur lesquelles, que l'Église s'est mise à confisquer, celle la plus connue encore aujourd'hui, la principale redevance que l'Église a confisquée un peu partout en Europe à ce moment-là, c'est la dîme. La dîme, autrefois, c'était un impôt qui était versé en réalité aux seigneurs laïcs. Mais l'Église, au cours du XIIe siècle, est parvenue à mettre la main sur cette redevance et ça a contribué à une forme d'appauvrissement, voire de paupérisation de cette petite chevalerie rurale dont je parlais. Donc il y a des raisons économiques à l'adhésion à la dissidence.
Ce qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre la désignation de cet ennemi de l'intérieur, c'est qu'il n'est pas isolé, cet ennemi. C'est-à-dire qu'on est à un moment où l'Église va se donner plusieurs ennemis, mais qui sont tous en quelque sorte, qui sont des avatars différents d'un même ennemi. Il y a un théologien de la fin du XIIe siècle qui parle même d'une hydre à plusieurs têtes, et il dit en fait, même si on a l'impression qu'il y a différents types d'ennemis qui existent dans la chrétienté, en fait, ce ne sont que les têtes d'un même corps en réalité. Donc l'Église pense déjà quand même l'unité de son ennemi, c'est simplement cet ennemi se manifeste sous des formes différentes dans les différents espaces de la chrétienté. Et puis hors de la chrétienté aussi, puisque comme vous le disiez, ça c'est un traité qui est écrit dès les années 1140 par l'un des hommes les plus puissants de son époque, qui est Pierre le Vénérable, dit le Vénérable, qui est l'abbé de Cluny, et qui écrit 3 traités distincts, mais qui en réalité participent d'une même logique de construction de l'ennemi: un traité contre les Juifs, un traité contre les musulmans, et un traité contre les Pétrobrusiens. On ne parle pas encore de Cathare à l'époque, mais les Pétrobrusiens, c'est une secte effectivement d'hérétiques que Pierre le Vénérable a décidé de cibler dans son traité. Et là où on voit bien, c'est ce que vous disiez, là on voit bien qu'en fait aux yeux des clercs il s'agit d'un seul et même ennemi, c'est que ce sont les mêmes métaphores, ce sont les mêmes figures de style, les mêmes figures rhétoriques qui sont employées à l'encontre de chacun de ces ennemis. Donc effectivement il y a l'image de la contagion, d'un mal contagieux qui est très puissante dans tous ces écrits-là, donc l'image de la peste notamment qui est employée, et puis l'animalisation aussi de ces ennemis, elle est très frappante. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours l'idée que... Enfin, on retrouve toujours les mêmes figures animales qui sont censées déshumaniser l'ennemi, hein, une logique qui connaîtra une certaine fortune. Hein. Pour construire l'ennemi et pour mieux lutter contre, il faut le déshumaniser en l'animalisant. Et donc, on trouve très souvent l'assimilation de ces dissidents ou des hérétiques, quels qu'ils soient, hein, pas simplement les cathares d'ailleurs, mais l'assimilation des hérétiques aux loups qui entrent dans la bergerie étant évidemment le troupeau des chrétiens. On trouve aussi l'idée que les hérétiques sont des serpents, ou les hérétiques sont des renards qui sont venus ravager la vigne du Seigneur, comme on trouve, la formule est fréquemment employée dans les écrits de l'époque. Effectivement, dans cette première séquence de construction... il y a une première séquence de construction de l'ennemi qui est d'ailleurs imputable beaucoup à des moines. Hein. Ce sont les moines qui, au milieu du XIIe siècle, écrivent beaucoup pour construire cet ennemi, inventer cet ennemi, lui donner des caractéristiques. Et parmi ces caractéristiques, effectivement, le rejet du clergé et le rejet surtout des sacrements qui sont prodigués par le clergé. Donc les hérétiques sont des gens qui refuseraient le mariage, qui refusent la pénitence, qui refusent l'extrême onction, qui refusent en fait tous les sacrements de l'Église. Dans une deuxième séquence de construction de cet ennemi, c'est une séquence qui est plus normatif, législatif notamment, et puis judiciaire aussi. Et ça, c'est la séquence qui s'étend des années 1170 aux années 1210. Et c'est un moment où l'Église commence à légiférer énormément à l'encontre des hérétiques et donc à mettre en place des instruments qui vont, on va en reparler j'imagine, mais qui vont servir dans la troisième séquence, dans la troisième phase de répression et de persécution des hérésies. Cette troisième phase, c'est celle de la croisade, de la croisade albigeoise, dite albigeoise, et puis la phase inquisitoriale. Mais donc il faut bien avoir en tête que dans cette deuxième phase, des années 1170 aux années 1210, l'Église forge un certain nombre d'instruments juridiques de lutte contre les hérésies. L'un des plus frappants, c'est sans doute l'usage que l'Église va faire d'une catégorie ou d'une qualification, plus exactement, une qualification juridique qu'elle emprunte au droit romain et qui est la qualification de crime de lèse-majesté. Et ça, c'est un moment très important. C'est le moment où le pape Innocent III, en 1199, décide d'assimiler l'hérésie à un crime de lèse-majesté. Et ce crime de lèse-majesté, il est passible, comme c'était le cas en droit romain, c'est un crime extrêmement grave, puisque c'est un crime qui est passible de la peine de mort. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie deux choses. Ça signifie que désormais, les hérétiques
convaincus d'hérésie, c'est-à-dire les gens qui refusent d'abjurer l'hérésie et sur lesquels on a pu mener une enquête, et cette enquête a prouvé qu'ils étaient hérétiques, ces gens-là sont automatiquement conduits au bûcher. Ils sont automatiquement condamnés à mort. La deuxième chose que ça signifie que l'hérésie devient un crime politique. Ça n'est plus simplement un crime d'ordre religieux ou une erreur d'ordre religieux. Ça n'est plus simplement se tromper dans la foi ou dire des choses qui ne sont pas en accord avec le dogme de l'Église. Ça veut dire que être hérétique, c'est léser, offenser la majesté du pape. Et à ce moment-là, c'est le début, donc toujours dans cette fin de XIIe siècle, on est toujours dans la deuxième séquence, mais qui, vous le voyez, est une séquence qui commence à durcir la répression à l'encontre des hérétiques. Ce qui est très intéressant, c'est que certes, c'est le pape qui est moteur quand même dans cette phase de répression juridique et judiciaire, disons, mais on voit aussi l'implication, le début d'implication des pouvoirs laïcs. En fait, des pouvoirs qu'on appelle les pouvoirs séculiers à l'époque, les pouvoirs séculiers ou les pouvoirs temporels. Et ces pouvoirs temporels commencent eux aussi à se saisir de l'hérésie comme d'un crime qu'elles vont s'employer à sanctionner. Alors, en collaborant avec le pape. Et ce processus qui ne fait alors que commencer à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle ne fera que s'accentuer tout au long du XIIIe siècle. La manière dont les pouvoirs princiers notamment, mais aussi les pouvoirs urbains, donc des pouvoirs laïques, des pouvoirs séculiers, vont entrer en quelque sorte dans la danse de la répression des hérésies. Donc on voit bien que l'hérésie n'est plus du tout une question, n'est plus du tout simplement une affaire religieuse, même une affaire de contestation du clergé. Ça devient une affaire politique dès ce moment-là. L'intérêt que les États monarchiques et les pouvoirs princiers notamment ont à s'intéresser à l'hérésie et à se mettre eux aussi à sanctionner et à persécuter ces groupes de dissidents. C'est-à-dire que l'hérésie va apparaître, ou la lutte contre l'hérésie va apparaître comme un moyen de renforcer son pouvoir, de renforcer la majesté aussi, notamment du roi de France. Mais disons, pour rester dans des termes assez génériques, renforcer son pouvoir. La lutte contre l'hérésie permet cela, et elle permet aussi, c'est le cas de la croisade albigeoise qui est tout à fait exemplaire ou qui illustre très bien ce mécanisme-là. Qu'est-ce que va permettre cette croisade au roi de France, qui le comprend un peu tard, qui ne s'engage pas tout de suite d'ailleurs dans cette guerre, qui dure quand même 20 ans, de 1209, vous l'avez rappelé, de l'assassinat du légat du pape qui va déclencher la guerre sainte, puisque c'est ça, une croisade, c'est évidemment une guerre sainte, et ce qui est tout à fait inouï dans cette guerre sainte, c'est que c'est la première qui se déroule sur le sol même de la chrétienté latine. C'est-à-dire que ça n'est pas une croisade en Orient, ça n'est pas une guerre sainte qui se fait outre-mer, comme on le disait à l'époque, mais qui se fait vraiment à l'intérieur même de la chrétienté. Et donc, ce que le roi va comprendre, c'est que cette croisade, et de manière plus générale la lutte contre l'hérésie, lui permet tout simplement, j'allais dire, mais d'agrandir son royaume, c'est-à-dire de faire rentrer cette région suspectée d'être gangrénée par l'hérésie, donc le Languedoc, de faire rentrer le Languedoc dans le giron du royaume de France. Donc il y a aussi une logique très politique à cette lutte contre l'hérésie. La raison pour laquelle l'Inquisition, donc ce tribunal proprement extraordinaire parce que la procédure dont il use est extraordinaire, c'est pas la procédure ordinaire. Donc ça, c'est très intéressant aussi parce que c'est une logique qu'on retrouvera plus tard, c'est-à-dire que l'ennemi de l'intérieur, c'est aussi celui qui justifie la mise en place de procédures et de mécanismes exceptionnels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en tenir au droit pénal ordinaire et habituel quand il s'agit d'éliminer l'ennemi de l'intérieur. Il faut user d'un tribunal exceptionnel, il faut user d'une procédure qui est extraordinaire. Et l'Inquisition, elle vient répondre en fait un besoin qui est explicite à ce moment-là, c'est-à-dire que le pape de l'époque, Grégoire IX, estime que la croisade a été un échec. Elle a été un échec parce qu'elle n'a pas réussi à éliminer, justement, à éradiquer complètement l'hérésie qui continue souterrainement et clandestinement de contaminer
le Languedoc. Et donc, il se dit que un tribunal, comme l'est l'Inquisition, qui est un tribunal qui œuvre, qui a une mission spirituelle, hein. La mission de ce tribunal, c'est de ramener les hérétiques dans le giron de l'Église, donc de leur faire abjurer, de leur faire rejeter l'hérésie, afin de les réintégrer. Et donc, Grégoire IX crée ce tribunal qui ne dépend que de lui, que de son autorité. C'est-à-dire que c'est un tribunal qui ne doit rendre de compte à personne d'autre, à aucune autre autorité, ni des autorités séculières, ni même des autorités ecclésiastiques comme les évêques. Hein, à l'origine, dès l'origine, l'Inquisition ne doit rendre aucun compte. Et c'est un tribunal itinérant, d'où aussi son efficacité. C'est-à-dire que c'est un tribunal qui s'installe là où il y a des besoins. Là où on pense que l'hérésie est particulièrement enracinée et particulièrement bien implantée. Et comme vous le disiez, la première phase d'action de ce tribunal, on a pu qualifier, les historiens ont pu qualifier cette première phase qui dure à peu près 7-8 ans d'année terrible, parce que c'est une phase de répression extrêmement violente qui passe par un certain nombre de bûchers qui sont allumés dans un certain nombre de régions, y compris en Champagne, pas simplement dans le Languedoc. Et les inquisiteurs, et en Italie également, et les inquisiteurs de cette époque agissent de manière si virulente et si violente et prononcent tant de condamnations à mort que le pape lui-même est obligé d'intervenir pour, en quelque sorte, recadrer ou rappeler à l'ordre, justement, ces inquisiteurs. Et donc, dans une deuxième phase, à partir des années 1240, disons, une fois les années 1230 passées, l'Inquisition va procéder de manière beaucoup plus lente, de manière beaucoup plus précautionneuse aussi, pourrait-on dire, et surtout, elle va procéder en menant de grandes enquêtes qui peuvent durer plusieurs mois, qui peuvent durer plusieurs années même en réalité. Et ces grandes enquêtes, elles sont vouées à déterminer, à démanteler en fait des réseaux. Il ne s'agit pas de sanctionner, il ne s'agit plus de sanctionner brutalement et sans plus de procès, j'allais dire. Il s'agit au contraire d'agir en profondeur parce que là aussi, le pape et les inquisiteurs ont bien compris que si on voulait mettre un terme à l'hérésie, si on voulait extirper, comme on dit, la dépravation hérétique, comme on le dit dans les sources de l'époque, eh bien, il fallait agir en profondeur et faire appel à la délation, notamment, donc de manière à ce que, justement, les réseaux, dans toutes leurs ramifications, puissent être démantelés. Plutôt que de frapper un grand coup quand on arrive dans une ville, comme ça pouvait être le cas à Albi en 1234. Il y a un inquisiteur qui fait carrément ce qui est vécu, évidemment, comme quelque chose d'extrêmement violent et même de sacrilège. Il y a un inquisiteur qui fait exhumer un certain nombre de corps parce qu'il a déterminé que ces gens qui avaient été enterrés en fait avaient été hérétiques dans leur vie. Donc il fait déterrer, il fait exhumer leurs corps pour les excommunier de manière posthume. Et ça, c'est vécu comme une terrible violence par les populations locales. Donc il y a un changement en quelque sorte, vous voyez, à partir des années 1240, il y a un changement de stratégie, tout simplement. C'est l'un des nombreux mythes qu'il est malheureux, évidemment, qu'il est un peu triste de devoir déboulonner, mais le mythe selon lequel, effectivement, les cathares et le catharisme auraient été une religion émancipatrice, égalitaire, et vantant les mérites d'une égalité, d'une horizontalité, notamment entre les hommes et les femmes, et aurait promu cette égalité. Et c'est vrai que c'est un livre très important d'histoire urbaine. C'est d'abord un livre d'histoire urbaine, le livre de Gottfried Korr que vous citiez. Et ce livre, paru au début des années 60, disait que on aurait trouvé effectivement de nombreuses femmes cathares dans la petite bourgeoisie urbaine, dans l'artisanat urbain. Et ça, les recherches les plus récentes ont montré qu'en réalité, la dissidence cathare féminine était quand même principalement rurale.
Deuxièmement, ces études récentes ont montré que la plupart des femmes qui étaient entrées dans la dissidence cathare ou qui avaient adhéré à cette dissidence l'avaient fait en suivant leur mari, ou bien l'avaient fait parce qu'elles étaient des veuves. Donc en fait, une fois émancipées d'une tutelle, de la tutelle maritale, auraient pu entrer dans la dissidence. Mais donc c'est bien le signe qu'en fait, toutes ces femmes étaient malgré tout dépendantes des structures patriarcales de l'époque, hein, des structures notamment familiales, qui étaient des structures patriarcales. Et donc les cathares ne sont pas exempts, ne sont pas exempts de cette culture qui est une culture, oui, foncièrement misogyne et inégalitaire. Et la dernière chose qu'on peut dire, et donner un point un peu plus précis, c'est que ce que montrent les registres d'inquisition, parce qu'on s'est beaucoup interrogé sur justement la liberté, concrètement la liberté dont ces femmes cathares auraient joui, et la liberté notamment de prêcher. C'est-à-dire, est-ce que les femmes avaient les mêmes droits en termes, disons, religieux? Est-ce que ces femmes auraient eu les mêmes droits, avaient les mêmes droits que les hommes? Et c'est vrai qu'on trouve dans les registres d'inquisition, on trouve la mention de femmes qui prêchent publiquement. Sauf qu'en fait, il a été montré assez récemment, il a été montré que ces femmes ne prêchaient que devant des auditoires féminins, ne pouvaient pas prêcher devant des hommes. Donc là aussi, on a quand même voilà, un faisceau d'indices qui convergent vers le triste constat que malheureusement, ces groupes et ces communautés cathares étaient inégalitaires, mais comme la société dans son ensemble l'était. Évidemment, un titre un peu provocateur et malicieux, mais je trouve que le rapprochement est quand même intéressant et pertinent, au-delà de l'anachronisme. Je pense qu'il y a quelque chose à en tirer, qui est que la manière d'abord dont Bernard de Castanet, donc l'évêque d'Albi, agit, c'est dans le souci qui était celui d'ailleurs de l'Inquisition dès ses premières années. C'est-à-dire, il s'agit d'établir des fichiers. Et donc de se renseigner, de s'informer, d'enquêter, de faire comparaître aussi certains suspects dans un premier temps, et puis ensuite on garde en réserve, on garde en mémoire toutes les informations qu'on a obtenues sur ces suspects. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans un premier temps, Bernard de Castanet ne sévit pas, ne sanctionne personne. Mais il va garder pendant plusieurs années au chaud, en quelque sorte, ces fichiers. Et c'est seulement à la fin du XIIIe siècle qu'il organise un procès très rapide, qui ne dure que quelques mois, quelques semaines. Et pour cause, il n'a pas besoin de plus, puisqu'il a à sa disposition, il n'a pas besoin de plus de temps pour sévir contre les 25 personnes qu'il va condamner pour hérésie à Albi, parce qu'il a soigneusement constitué, il a ses fiches sur chacun d'entre eux. Et pourquoi fiché S? Parce que, il est quand même question d'atteinte à la sûreté, alors non pas la sûreté de l'État, mais la sûreté de son pouvoir, en fait, du pouvoir de l'évêque, qui, comme vous l'avez dit, il n'est pas simplement évêque, il est aussi seigneur temporel de la ville d'Albi, donc il cumule tous les pouvoirs, Bernard de Castanet. Là aussi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'hérésie, à ce moment-là, de toute façon, n'est plus simplement une affaire de foi et de religion, ça fait bien longtemps que c'est une affaire politique. Et dans les 25 personnes qui sont condamnées par Bernard de Castanet, en fait, ce sont des gens qui font partie de la bourgeoisie urbaine et du consulat urbain. Donc, ce sont des gens qui, en fait, ont quelques prérogatives, mais très peu, et surtout, en fait, ont des aspirations politiques. Et c'est ces aspirations politiques qui, aux yeux de Bernard de Castanet, menacent et fragilisent son propre pouvoir de seigneur temporel. C'est-à-dire, il se sent menacé par cette bourgeoisie consulaire. Pour faire le lien avec la dernière séquence, en fait, qui est celle des années 1300, 1310, 1320, c'est une dernière séquence au cours de laquelle l'Inquisition sévit une dernière fois, à Toulouse notamment, mais aussi à Pamiers, donc dans un certain nombre de villes du Languedoc. Mais ce qui est frappant, c'est que cette bourgeoisie urbaine qui avait adhéré à la dissidence dans le dernier tiers du XIIIe siècle, en fait, elle va d'une certaine manière se faire récupérer, ou en tout cas intégrer par la monarchie, qui a bien compris là aussi quel pouvait être son intérêt à faire rentrer dans le rang ces juristes. C'est des gens qui quand même ont une très bonne formation en droit, hein, qui ont fait des études de droit, parfois à l'université de Toulouse justement. Et donc la monarchie française comprend que pour des raisons à la fois techniques et de recours aux compétences de ces juristes, elle a intérêt à les intégrer. Et alors
en fait, à leur proposer des offices, en fait, des offices d'État qui en fassent des serviteurs, de l'État. Et puis le deuxième intérêt, c'est une manière de subtilement casser l'adhésion à la dissidence dans cette bourgeoisie urbaine et de dissoudre en fait là où l'Inquisition, un peu comme la croisade albigeoise, avait échoué, c'est-à-dire que l'Inquisition n'a pas réussi à complètement extirper la dépravation hérétique. Une bonne manière finalement de dissoudre l'hérésie, c'est de l'intégrer. Sur ce dernier point, sur le rôle que les mendiants, les ordres mendiants, franciscains, dominicains, surtout les franciscains, vont jouer dans cette intégration des anciens hérétiques. Beaucoup de choses vont passer par la pastorale, en fait, qui est adressée à ces anciens hérétiques, c'est-à-dire que les franciscains comprennent que si tous ces gens ont adhéré à la dissidence, c'est aussi pour des raisons spirituelles qui font que ces élites bourgeoises, notamment, ne se sentaient pas, en fait, accueillies et intégrées par l'Église catholique, et que le message religieux, le message chrétien ne leur a été jamais adressé. Et donc, ils vont avoir, là aussi, c'est une question d'intelligence, en quelque sorte, mais aussi de dynamique sociale et culturelle qui, à l'époque, transforme la société chrétienne de fond en comble. C'est que cette dynamique sociale et culturelle fait que l'Église, et notamment donc les ordres mendiants, témoignent ou montrent davantage de tolérance à l'encontre de professions qui autrefois, comme je le disais tout à l'heure, des professions qui autrefois étaient discréditées, notamment la profession de marchand et aussi celle de prêteur d'argent, de banquier. Et donc, les franciscains vont se dire, mais après tout, il n'y a pas de raison. Et puis, ils voient aussi l'intérêt stratégique à dissoudre, une fois de plus, à dissoudre l'hérésie de cette manière-là. Mais il n'y a pas de raison à les exclure de la voie du salut chrétien. Et donc, il faut qu'on leur adresse un message. Donc, ça va passer beaucoup par la prédication. Ça va passer aussi par l'acceptation de ces marchands qui, autrefois, n'avaient pas le droit de se faire inhumer dans les églises et dans les couvents, notamment. Et donc, les franciscains et les dominicains vont se mettre à accueillir à l'intérieur de leur couvent des sépultures de marchands, par exemple, et puis leur faciliter aussi l'accès à certaines charges ecclésiastiques, à certaines dignités ecclésiastiques. Donc tous ces gens qui autrefois avaient été exclus de la hiérarchie cléricale, qui avaient été exclus du clergé, désormais sont les bienvenus ou sont accueillis, en tout cas par ces ordres-là. Donc d'une certaine manière, c'est assez paradoxal parce qu'en plus, ces ordres religieux que je mentionne, franciscains et dominicains, c'est eux qui étaient en charge de l'Inquisition jusqu'ici. Donc il y a un peu une ironie de l'histoire à voir que ce sont les mêmes ordres qui finalement ont fini par se montrer accueillants vis-à-vis des hérétiques. Donc c'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est d'une certaine manière une tolérance croissante qui fait que l'hérésie a perdu sa raison d'être et a fini par se dissoudre.